Livre premier. Nous sommes en 1482 à Paris. Quand le roman commence, deux fêtes ont lieu conjointement. Le jour des rois et la fête des fous. Le peuple de Paris est en émoi. Dans la grande salle du palais de justice, on doit représenter un mystère. Même si des manifestations ont lieu à plusieurs endroits stratégiques de la ville, c'est ici que les gens viennent en masse, car c'est là que se pressent les aristocrates les plus prestigieux, en particulier des ambassadeurs flamands. C'est aussi là que va avoir lieu l'élection du pape des fous. Hugo décrit les foules impatientes, parmi lesquelles se trouve un certain Jean Frollo. Le comédien censé jouer Jupiter dans la pièce vient sur scène pour calmer la foule. Il est embarrassé car il faut attendre le cardinal avant de commencer le spectacle. Mais les spectateurs le huent pour qu'on commence immédiatement. Pierre Gringoire, l'auteur du mystère, sauve la mise en l'autorisant à commencer. La pièce commence enfin. Avant même que le prologue soit terminé, l'attention de la foule, aux grandes dames de Gringoire, est troublée par l'éruption du mendiant Clopin Trouillefou, puis par l'arrivée triomphale du cardinal et de tous les aristocrates. En vain, Gringoire essaie d'attirer l'attention sur sa pièce, dont le narrateur souligne la qualité. Coppenole, un homme du peuple, organise un concours de grimaces en face de la scène. Plus grand monde ne regarde le mystère. C'est Quasimodo, sonneur de cloche à Notre-Dame, sourd, bossu et trêlé, qui l'emporte involontairement. On le fait pape des fous. Le mystère doit s'interrompre. Un gamin a dérobé l'échelle nécessaire à Jupiter pour regarder Esmeralda qui vient d'arriver, en attirant l'attention générale. Livre deuxième. Gringoire s'éclipse en pestant, mais partout où il se rend, on fait la fête. Sur la place de Grève, une foule entoure Esmeralda en plein spectacle. Elle danse et sa chèvre Djali imite des attitudes humaines. Esmeralda est une très belle bohémienne. Son succès est grand parmi la foule, même si Claude Frollo, archidiacre de Notre-Dame, la désapprouve. Pierre Gringoire s'enfuit car il n'a pas d'argent à lui donner. Plus tard, alors qu'il erre à la recherche d'un toit, il entend Esmeralda chanter. La foule qui a élu Quasimodo arrive. La liesse est interrompue par Frollo, qui ordonne à Quasimodo en langage des signes de rentrer. Gringoire suit Esmeralda à travers les rues. Alors que Quasimodo surgit et tente d'enlever la jeune femme, Gringoire appelle à l'aide. Un officier arrive et empêche l'enlèvement. C'est Phobus de Châteaupers. On comprend que Quasimodo n'a pas agi selon sa propre volonté. Gringoire continue de errer. Il traverse les quartiers les plus malfamés, si bien qu'il arrive involontairement à la cour des miracles, le pire endroit de Paris, le plus sale et le plus dangereux. Clopin Trouillefou, qui a beaucoup de pouvoir en ces lieux, décide de faire pendre Gringoire. Le jeune homme est tiré d'affaire in extremis par Esmeralda, qui accepte de le prendre pour mari. Selon la tradition bohémienne, cela suffit pour sauver un homme de la pendaison. Plus tard, Gringoire essaie de coucher avec Esmeralda, en pensant qu'elle ne l'a pas épousé uniquement pour le sauver. C'est pourtant le cas. Elle accepte cependant d'entretenir avec lui une relation amicale, et les deux personnages s'en disent un peu plus sur leur passé respectif, en partageant un repas frugal. Livre troisième. Il s'agit d'une digression où Hugo précise le décor et prend parti. En effet, d'une part, il s'insurge contre l'abandon du patrimoine architectural parisien, à travers l'exemple de Notre-Dame, défiguré par des restaurations malvenues. D'autre part, il décrit le Paris de 1482 tel qu'on pouvait le voir depuis les tours de Notre-Dame. Livre quatrième. On ne retourne pas, ici non plus, aux personnages que l'on avait quittés au deuxième livre. Hugo place ici un long retour sur la vie de Quasimodo. Il décrit dans quelles conditions l'être monstrueux est né, dans quelles conditions aussi le jeune Frollo a décidé de l'adopter, après qu'on lui a abandonné à l'entrée de Notre-Dame. On comprend mieux à ce stade ce qui meut le personnage de Frollo. Dès le plus jeune âge, celui-ci s'est enfermé dans une attitude rigoriste, son but étant de ne jamais sortir du droit chemin et d'atteindre par là une sorte de savoir absolu. Malgré son désintérêt total, pour ne pas dire son mépris, envers la femme et la chose sexuelle,
Frollo n'est pas qu'un homme froid et intouchable. Il aime sincèrement Quasimodo, comme s'il était son propre fils, et Jean Frollo son frère. On constate également que Frollo est mu par un racisme prononcé, puisqu'il fait systématiquement montre de haine à l'encontre du peuple bohémien, et donc évidemment d'Esmeralda. Livre 5e. Comme pour mieux appuyer son propos du 3e livre, Hugo décide ici de faire discuter Frollo, Jacques Coictier, plus connu pour sa fonction de médecin du roi, et le roi en personne, qui est là incognito. Après avoir évoqué les sciences, Frollo développe une idée qui va totalement dans le sens de la démonstration de Hugo. À ses yeux, l'imprimerie qui permet la reproduction plus rapide du livre ne peut que nuire à l'architecture. Avant l'imprimerie, c'était l'architecture qui produisait les œuvres les plus grandes que l'homme put produire. C'est désormais l'objet livre qui va prendre cette place. Autrement dit, à travers Frollo, Hugo rappelle la valeur de tous ces édifices religieux que ses contemporains délaissent. Livre 6e. On renoue avec le fil de l'intrigue. Le lendemain de la fête des fous, au Châtelet, on assiste au procès de Quasimodo, qui est ligoté et humilié. Le juge, un certain maître Florian, comme Quasimodo, est sourd. Cela donne lieu littéralement à un dialogue de sourds. Maître Florian interroge Quasimodo qui ne l'entend pas, mais comme lui-même n'entend pas, il n'entend pas l'absence de réponse, et part du principe que la réponse supposément formulée par Quasimodo est satisfaisante. Le malentendu ne fait qu'enfler au fil des pages, et bientôt les magistrats croient que Quasimodo fait preuve d'insolence, et que ses réponses décalées sont des forfanteries. Davantage pour punir cette insolence imaginée que les actes accomplis dans la nuit, on condamne le bossu au pilori. Il devra y rester 2 heures, sur la place de Grève. On le condamne aussi à payer une amende. Le greffier tente d'expliquer à maître Florian que le condamné est sourd, mais le maître, toujours soucieux de faire comme s'il entendait bien, comprend la chose de travers. Le narrateur décrit un coin de la place de Grève, appelé le trou aux rats, une cellule où les croyants en mal d'expiration ont coutume d'aller s'enfermer. Il raconte en guise d'exemple l'histoire de Madame Roland, une riche femme qui a tout abandonné pour s'enfermer dans l'un de ces trous. 3 femmes du peuple, Gervaise, Ourdarde et Mahiette, qui vient de Reims, et de fait ignorent pas mal de choses sur la ville, bavardent en rejoignant la place de Grève. Elles ont assisté au procès du Châtelet et espèrent arriver à temps pour la mise au pilori du condamné. Elles amènent également une galette à la sœur Gudule, qui est actuellement recluse dans le trou aux rats. Bientôt, elles entendent Esmeralda et se crispent. Elles haïssent les bohémiens et en ont peur. Pour justifier cette crainte, Mahiette raconte l'histoire de Paquette, la chantefleurie. Il y a de cela 15 ans, cette Paquette était belle et bonne jeune femme. Elle accoucha d'un enfant tout aussi belle et bonne. Un jour, alors qu'elle était encore bébé, sa fille se fit enlever par un groupe de bohémiens. Ils substituèrent à cette belle et bonne enfant un nouveau-né monstrueux, dans lequel on devine Quasimodo. Mahiette explique que le bébé a été recueilli par Frollo. Paquette ne retrouvera jamais sa fille. La folie s'emparera bientôt d'elle, et on décidera de la noyer. Les 3 femmes arrivent bientôt en place de Grève, et donnent leur galette à la sœur Gudule, en qui Mahiette reconnaît la Paquette. Elles essaient de communiquer avec elle, mais la recluse se montre turbulente et torturée. Au même moment, Quasimodo est mené au pilori. On le flagelle, la foule l'insulte et lui jette des pierres. Frollo passe par là, mais ne l'aide pas. Quasimodo essaye de lutter, en vain. Assoiffé, il prend sur lui et crie « à boire ». On se moque de lui. C'est finalement Esmeralda qui étanche sa soif, en un sublime tableau où la belle secourt la bête. Le supplice touche à sa fin, et les 3 femmes rentrent chez elles en bavardant. Livre 7e. Plusieurs semaines ont passé depuis la condamnation de Quasimodo. Le narrateur introduit à ce niveau un nouveau personnage important, Fleur de Lys. Cette jeune femme est promise, par un mariage d'intérêt initié par sa mère, à l'officier Phobus. La mère essaie maladroitement de les faire se parler. Une amie de Fleur de Lys remarque
car le balcon de la maison donne sur le parvis de Notre-Dame, qu'Esmeralda est en train d'y danser. Tout le monde se presse au balcon. Fleur de Lys reconnaît qu'il s'agit là de la bohémienne que Phœbus a sauvée quelques semaines plus tôt, et elle l'a fait appeler. Esmeralda, rougissante, arrive. Les filles de la maison, jalouses, l'humilient à cœur joie. Elles remarquent que la chèvre d'Esmeralda a une bourse autour du cou. Elles veulent savoir ce qu'elle contient. Esmeralda explique que c'est son secret. Pendant qu'une partie des filles essaye de forcer Esmeralda à danser, l'une d'elles ouvre la bourse et constate qu'elle contient des lettres qui, mises dans le bon ordre, forment le nom Phœbus. On comprend qu'Esmeralda est amoureuse de Phœbus depuis la nuit où elle l'a sauvé. Cette scène est également revue du point de vue de Frollo, qui contemple Esmeralda du haut de la cathédrale. Il est surpris de voir qu'elle a désormais un assistant, en qui il reconnaît, après quelques minutes d'observation, Pierre Gringoire. Frollo appelle Gringoire, qui monte le rejoindre immédiatement. Il l'interroge longuement sur Esmeralda, s'assure qu'elle est toujours vierge. Elle l'est effectivement car elle se protège par superstition. Elle porte à son cou une amulette qui est censée lui faire rencontrer ses parents un jour, à condition qu'elle reste pure. Malheureusement, les paroles de Gringoire font comprendre à Frollo qu'Esmeralda est amoureuse de Phœbus. On apprend également que Quasimodo est amoureux d'Esmeralda. Alors qu'il a perdu sa fougue de sonneur de cloche, il voit Esmeralda et se remet à sonner avec la vigueur des premiers jours. Alors que Jean Frollo n'a plus un sou, il vient à Notre-Dame pour réclamer de l'argent à son frère et le surprend en train de monologuer comme un fou dans sa cellule secrète. On saisit qu'il est amoureux d'Esmeralda et que cette passion le ronge. Il n'arrive plus à penser à autre chose qu'à cela. Furieux, Frollo grave sur un mur l'inscription dont l'éditeur parlait dans la préface. Jean s'annonce enfin, et les deux frères débattent longuement. Un certain Maître Jacques arrive. Claude Frollo cache Jean et lui dit de se taire. Frollo et Maître Jacques parlent alchimie et architecture. On comprend également qu'ils sont sur le point d'intenter un procès à Esmeralda, car les prouesses de sa chèvre ont l'air d'être le produit de la sorcellerie. Frollo et Maître Jacques s'éclipsent. Jean sort de sa cachette et se dirige vers l'extérieur. Il croise Quasimodo, son frère et Maître Jacques, puis il entend Phœbus, qui est l'un de ses amis, crier. Les deux camarades prévoient d'aller boire un verre et discutent d'Esmeralda. Phœbus explique à Jean qu'il l'a invitée le soir même, dans le but de coucher avec elle en profitant de son inclination pour lui. Frollo surprend leur conversation. La nuit tombe, les deux camarades font le tour des tavernes et des cabarets. Frollo discrètement les suit. Jean, pour que Phœbus puisse mettre son plan à exécution, s'éclipse. Frollo profite que Phœbus soit seul pour l'aborder, en jouant les apparitions diaboliques. Il obtient de pouvoir observer sa nuit d'amour. Phœbus n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut d'Esmeralda. Bien qu'elle soit totalement amoureuse, la superstition est plus forte que tout. Malgré tout, Phœbus insiste. Quand Esmeralda est prête à s'abandonner, Frollo sort de sa cachette, poignarde Phœbus et s'enfuit. Esmeralda a alors toutes les apparences d'une coupable. Livre 8e. Comme Esmeralda ne reparaît pas à la cour des miracles, Gringoire s'inquiète. Il suit une foule qui le mène au procès de la jeune femme, qui apparaît effondrée. Phœbus est moribond, et on accuse Esmeralda de l'avoir poignardé et d'avoir en outre ensorcelé sa chèvre. Elle nie, les magistrats décident de la torturer pour la faire parler. Esmeralda ne résiste pas longtemps à la douleur. À peine l'a-t-on torturée au brodequin, instrument de torture qui brise les os des pieds, qu'elle dit oui à toutes les accusations extrêmes portées contre elle. Devant les spectateurs, les magistrats annoncent la punition. Esmeralda sera pendue. En attendant l'exécution, Esmeralda est mise au cachot, où Frollo lui rend un jour visite. Il lui avoue son amour en une longue tirade, dans laquelle il avoue aussi avoir poignardé Phœbus. La passion de Frollo est violente. Il s'en veut tellement de ne savoir y résister qu'il se torture chaque jour. Frollo propose son aide, en échange de l'amour de la jeune femme. Elle refuse, et s'en prend physiquement à lui, lorsqu'il dit croire que Phœbus est mort. Frollo part humilié, Esmeralda est désespérée. La paquette, dans son trou au rat,
se réjouit de la pendaison prochaine d'Esmeralda, qu'elle hait particulièrement car elle a l'âge de sa fille. Phœbus, contrairement à ce que croit Frollo, a survécu à sa blessure. Le jour de l'exécution d'Esmeralda, il se rend chez Fleur de Lys, en priant pour qu'elle n'ait pas eu vent de ses frasques. Heureusement pour lui, c'est le cas, et il rentre mieux que jamais dans ses faveurs. Mais Fleur de Lys est attirée par l'agitation sur le parvis de Notre-Dame. Elle force Phœbus à regarder. Esmeralda doit avouer ses péchés, en place publique, avant d'être exécutée. Frollo, qui a un rôle important dans la cérémonie, voit Phœbus au balcon et enrage. Quelques minutes plus tard, c'est Esmeralda qui le voit. Elle l'appelle. Phœbus ne lui répond pas. Quasimodo surgit au dernier moment avant la pendaison, enlève Esmeralda et l'emmène dans Notre-Dame en criant « Asile ». Livre 9e. Frollo, fou de passion, délire et erre dans Paris. Quand il revient à Notre-Dame, il voit Esmeralda, qui lui paraît comme la Vierge Marie, et il est subjugué par cette vision. Quasimodo prend soin d'Esmeralda, lui trouve des vêtements, de la nourriture, une couche. La chèvre réussit à s'échapper et à rejoindre sa maîtresse. Esmeralda ressent de l'empathie pour Quasimodo. Il lui explique qu'il l'a sauvée, car il se sentait coupable de sa tentative d'enlèvement et redevable pour l'épisode du pilori. Il lui offre un sifflet pour l'appeler quand elle aura besoin de lui à nouveau. Les jours passent, Esmeralda ne se laisse pas mourir, car elle sait que Phœbus est vivant. Un jour qu'elle observe ses faits et gestes au balcon, Quasimodo propose d'aller le chercher pour elle. La nuit tombée, il tente de persuader Phœbus de le suivre, mais en vain. Quand il rentre bredouille, Esmeralda se montre odieuse envers lui. Les jours passent encore, Quasimodo se faisant petit, Esmeralda toujours tournée vers Phœbus. Frollo apprend que Quasimodo a sauvé Esmeralda. Toujours dans son état de fièvre délirante, il décide d'entrer dans le cloître où Quasimodo l'a recueilli. Alors que Frollo entre et s'apprête à la violer, elle se sert de son sifflet. Quasimodo surgit alors et les sépare brutalement. Mais finalement, Frollo est plus fort que Quasimodo et le maltraite. Frollo rentre dans sa cellule, hébété, jaloux, en proférant que personne ne l'aura. Livre 10e. Frollo trouve Gringoire, qui s'est mis à l'écart dès qu'il a vu qu'Esmeralda était condamnée, et discute avec lui des manières de la sauver. Après quelques mauvais plans, Gringoire en arrive à une idée envisageable. Il va faire intervenir les bohémiens, qui apprécient Esmeralda. Jean vient à nouveau réclamer de l'argent et en obtient, mais plus difficilement que jamais. Frollo lui conseille de devenir truand, car c'est la dernière fois qu'il lui donnera de l'argent. Gringoire met en place son plan et incite les bohémiens à agir, tandis que Jean rejoint le groupe pour effectivement devenir brigand. Les bohémiens, tous armés, se mettent en route vers Notre-Dame. Quasimodo, qui voit ce groupe arriver, se prépare à contre-attaquer. Il ne comprend pas qu'ils viennent pour aider Esmeralda et non pour la tuer. Tandis qu'ils essayent d'entrer par la porte, il les repousse en leur jetant des poutres, des pierres, des gouttières. Jean vole une grande échelle pour passer par une galerie. Quasimodo fait tomber l'échelle, mais Jean, qui a eu le temps de monter et le rejoindre, l'attaque. Quasimodo le tue, les bohémiens jurent de se venger. Le roi, Louis XI, est interrompu dans ses affaires par ce désordre populaire. On lui amène des prisonniers parmi lesquels Gringoire, qui le supplie d'être épargné. Le roi accède à sa requête et Gringoire s'enfuit. Le roi reprend le cours de ses affaires, mais le désordre revient. On lui apprend que le peuple se révolte contre l'asile d'Esmeralda en Notre-Dame. Le roi décide de punir le peuple et d'exécuter Esmeralda. Gringoire rejoint un homme mystérieux et entre avec lui dans la cathédrale. Quasimodo parvient, malgré lui, à se débarrasser des bohémiens qui l'ont pris en chasse. Il va rejoindre Esmeralda, mais le cloître, à son arrivée, est vide. Livre 11e. Gringoire et l'homme mystérieux emmènent Esmeralda hors de Notre-Dame et se rendent sur la rive droite en bateau. Gringoire s'enfuit avec la chèvre et laisse l'homme mystérieux qui se révèle être Frollo avec Esmeralda.
Frollo lui demande de choisir entre le gibet et lui. La jeune femme dit préférer le gibet. Frollo jette Esmeralda dans les mains de la Paquette. La recluse, en apercevant l'amulette d'Esmeralda, comprend qu'elle est sa fille et la cache. Malheureusement, elle ne ment pas assez bien pour la dissimuler longtemps, et n'est pas non plus assez forte pour la protéger des officiers résolus à la pendre. On emporte Esmeralda. Quasimodo, de son côté, cherche Esmeralda et ne la trouve pas. Il se doute que Frollo est impliqué dans sa disparition et se résout à le tuer. Il le trouve, et après avoir tous deux vu Esmeralda se faire pendre depuis les hauteurs de Notre-Dame, Quasimodo tue Frollo en le poussant dans le vide. L'épilogue annonce que Pierre Gringoire devient un dramaturge, un peu renommé, et que Phobus se marie à Fleur de Lys, ce que le narrateur annonce comme quelque chose de négatif. Le cadavre de Quasimodo est retrouvé 2 ans après les derniers faits narrés, dans la cave de Montfaucon, enlacé à celui d'Esmeralda.